Je ne vais rien vous apprendre en disant qu'aujourd'hui, le digital est entré et ancré dans nos quotidiens. La conversation augmente de plus en plus sur tous les réseaux. Et pourtant, on remarque que dans ce contexte-là, eh bien, les internautes et les marques ne se rencontrent pas toujours. Certes, les internautes interpellent les marques, et un sondage qui a été fait, enfin une étude qui a été faite par l'agence Lewis, une agence de RP, l'an passé montrait que 70% des internautes iraient volontiers plus souvent sur des sites si le contenu était vraiment un contenu de fond et plus simplement de l'entertainment ou des petits gimmicks qui sont certes sympas mais qui ne répondent pas forcément à leurs attentes. Et la deuxième chose qui est très intéressante à souligner, c'est que 81% de ces internautes aimeraient que la marque aille au-delà et fasse intervenir des tierces personnes, des experts, des témoins, qui puissent aussi faire valoir leur point de vue. Donc on voit là qu'il y a vraiment une attente, une forte appétence pour le débat et pour la discussion. Alors est-ce que les marques ont répondu? On va dire en termes de présence, oui, puisque l'immense majorité est sur Facebook, tout le monde a quasiment sa page. Sur Twitter, c'est à peu près pareil, 67% ont un fil, 56% sur YouTube. Donc les trois plus grosses plateformes les plus fréquentées, tout le monde y est. Et puis si on ajoute après LinkedIn, Pinterest, Google+, etc., on voit encore les marques s'activer énormément et mener des initiatives. Et pourtant, dans ce qu'elles font, on remarque essentiellement que c'est à 74% des jeux, à 59% des informations promotionnelles sur les produits et à 54% des contenus statiques, classiques, qui ne présentent pas forcément toujours un grand intérêt. Donc ça, on voit bien qu'il y a un point de rencontre là-dessus qui ne s'opère pas. Et lorsqu'on Lewis a NetBooster, ça c'est la deuxième étude, a interviewé les annonceurs en leur disant « mais c'est quoi vos objectifs quand vous allez sur les réseaux sociaux ?» Eh bien, la plupart du temps, ils répondent « c'est se faire connaître, c'est acquérir du fan et créer du trafic, et c'est faire la promotion de nos produits. » Sont en revanche absents des dimensions beaucoup plus interactives comme tester des nouvelles idées, recueillir des avis de consommateurs et avoir une présence corporate, donc un discours d'entreprise un peu plus élaboré. Donc on voit qu'on reste vraiment encore sur une dimension très commerciale qui n'est pas forcément une des premières attentes des internautes. Face à ça, quelles vont être les 5 tendances? Alors, ce sont des tendances qui sont déjà inscrites en creux et qui vont, à mon sens, s'accélérer avec la digitalisation de nos vies et de nos usages. Mais la première d'entre elles, ça sera la réputation. Alors, la réputation, en tant que telle, a toujours existé, ça a toujours été un enjeu pour nous, les communicants. Mais on voit bien que maintenant, les choses ont changé. Les gens attendent beaucoup plus d'une entreprise que simplement des performances commerciales et innovantes. C'est une chose. La preuve, on le voit avec Apple, à chaque fois qu'il se prépare un nouveau produit, ça crée un buzz incroyable. Mais on n'attend plus seulement que cette dimension-là. Et je vais reprendre l'exemple d'Apple, puisqu'elle est assez emblématique de ce qui se trame pour beaucoup d'entreprises. C'est qu'on attend aussi l'entreprise sur d'autres dimensions, la performance sociétale et environnementale notamment. Et ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais l'an passé, Greenpeace a beaucoup attaqué Apple sur son iCloud, l'accusant d'être un fort contributeur à la pollution atmosphérique, puisque les serveurs du iCloud étaient pour l'essentiel et alimentés en énergie par de l'énergie, par des centrales au charbon. Et il y avait d'ailleurs un fameux spot viral où on voyait quelqu'un télécharger des contenus de son iCloud et qui recevait en fait dans son canapé des morceaux de charbon. C'est une dimension sur laquelle on attaque de plus en plus ces entreprises. L'autre dimension, qui est un petit peu liée, est plus relative aux valeurs de l'entreprise, à l'éthique, à la manière dont elle va pratiquer son business et notamment dont elle va respecter ses employés. Et là aussi, eh bien, Apple, vous n'êtes pas sans savoir que la marque a beaucoup subi d'attaques, surtout depuis que Steve Jobs n'est plus.
la marque a subi les assauts de plusieurs ONG, notamment ONG américaines, sur les conditions de travail des travailleurs de chez Foxconn, qui vivent souvent entassés à 10-14 personnes dans une toute petite pièce et qui travaillent à des cadences que plus personne ne voudrait voir en Europe ou en Amérique du Nord. Donc ça, ces points-là, toutes les entreprises, à mon sens, vont y être confrontées et vont devoir y répondre de manière très concrète s'ils ne veulent pas voir leur réputation ternie. Alors, je fais un petit peu de publicité maison. J'ai extrait un sondage réalisé par notre filiale en Angleterre, Ipsos Mori, qui a interrogé justement le public anglais sur les priorités, enfin les choses qu'ils attendaient le plus d'une entreprise entre 2011 et 2012. Alors évidemment, on reste quand même dans une relation client-fournisseur, donc le service est quelque chose d'important. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que vous avez aussi l'honnêteté et l'intégrité qui est cité comme un item extrêmement important et qui peut même être un élément, je dirais, décisif dans l'acte d'achat. Et ça, les réseaux sociaux contribuent vraiment à l'accélérer. Après, vous avez tout un tas de choses, et notamment les relations industrielles et le traitement des employés qui commencent à émerger également, plus tout un tas d'autres items que vous pourrez retrouver dans la présentation qui sera sur le site après la conférence. Donc la réputation, c'est quoi au final? Parce qu'on parle de ce mot, mais c'est trois choses assez simples. C'est l'expérience directe qu'on va avoir avec l'entreprise à travers ses produits, ses services, à travers même l'interaction qu'on peut avoir avec ses employés. C'est ce que va dire l'entreprise à travers tous les canaux autour de ses activités, de son expertise, de ses métiers, ou de ce qu'elle réalise dans le business, une acquisition ou de prise de position sur des sujets de société. Et puis c'est ce qu'en disent les gens. Et c'est ce point-là qui peut-être n'émergeait pas encore beaucoup auparavant, mais qui aujourd'hui a pris une importance considérable, et on va le voir dans quelques exemples un peu plus tard. Les employés s'expriment de plus en plus. Les clients, évidemment, font part plus spontanément de leurs expériences. Et les médias, même si elles parlaient des entreprises, les médias, je dirais, ont tendance à se fragmenter, puisque les journalistes souvent ouvrent des blogs ou des fils Twitter pour dire des choses qu'ils ne disent pas ou ne peuvent pas dire dans leurs propres médias. Donc on a vraiment un bombardement informationnel de plus en plus grand qui joue sur la réputation des différents acteurs. Donc pour moi, 2013, ça sera vraiment le requiem, en tout cas je l'espère en tant que communicant, pour ce que j'appelle la vieille com, qui sont les réflexes qu'on voit encore beaucoup dans l'actualité. La communication bunker, c'est je me bouche les yeux, je me bouche les oreilles, je n'ai rien vu, ça n'existe pas. Et même pour certains, on va plus loin, c'est du complot, on nous veut du mal. Ou bien la communication cosmétique, on reste toujours dans le domaine rose, glossy, tout va bien, tout est merveilleux, vous êtes priés de nous croire. Ou pire, la communication manipulatoire, les fameux spin doctors, qui savent habilement retourner les choses et les gens pour faire croire une réalité qui n'est en fait pas une réalité. Alors j'ai beaucoup insisté sur la réputation, parce que c'est vraiment, à mon avis, le pilier central. Et j'ai repris un cas d'étude, alors que vous connaissez, parce que c'est devenu même un cas d'école maintenant, qui est enseigné dans les écoles et de communication et de journalisme sur ce qu'il ne faut surtout pas faire. C'était la fameuse histoire de Nestlé, avec sa barre chocolatée KitKat, qui a été prise d'assaut par Greenpeace au sujet de l'huile de palme qui est contenue dans sa composition. Alors, l'histoire, au départ, ne ciblait pas que Nestlé, elle ciblait aussi Unilever et Kraft. Greenpeace entendait ainsi faire abandonner l'usage de l'huile de palme par ces trois grandes l'alimentaire, au motif que l'huile de palme entraîne une déforestation très importante en Indonésie et détruit l'habitat des orang-outans, d'où le symbole de ce singe. Les deux premiers, Kraft et Unilever, ont assez vite cédé devant les revendications de l'ONG et ont finalement signé des protocoles, tandis que Nestlé a décidé de continuer comme si de rien n'était. Greenpeace, assez furieux, a mené une campagne virale avec un spot que vous avez dû voir où on voit un employé de bureau croquer une barre KitKat et à ce moment-là, on voit quelque chose de sanguinolent sortir de la barre avec des poils d'orang-outan, enfin quelque chose d'assez peu ragoûtant. Et là, le buzz est parti tout simplement parce que Nestlé a réagi de manière très virulente à la Nestlé, de ce que j'ai pu connaître pour avoir travaillé dans cette société-là,
en envoyant les avocats, d'une part, en menaçant les sites qui redistribuaient cette vidéo de poursuites judiciaires. Et même chose sur la page Facebook, avec tous ceux qui s'amusaient à détourner ou pasticher le logo de KitKat et de Nestlé. Nestlé en retour, et ça c'était le community manager, leur disait qu'ils étaient susceptibles de aussi recevoir une petite lettre d'avocat s'ils persistaient à dénigrer la marque. Autant dire que le buzz a été mortel et mortifère pour la marque, qui finalement, après tout ce bazar, a finalement renoncé et signé à son tour une convention, et puis a compris la leçon. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Nestlé, c'est que c'est une marque qui a finalement su faire preuve de résilience, puisque ça a été un tel traumatisme dans l'organisation. Elle s'est dotée depuis 1 an et demi, et il y a eu quelques reportages récemment, notamment dans les médias anglo-saxons, sur cette fameuse Nestlé Digital Acceleration Team, qui est une sorte de task force d'une vingtaine de personnes qui est installée en Suisse et dont le but maintenant est d'écouter, mais dans le sens pas surveiller, fliquer, mais vraiment écouter les conversations dans le monde entier, sur les réseaux sociaux, sur tout ce qui tourne autour des marques et de l'entité corporate Nestlé. Et à chaque fois, alors grâce à tout un tas de logiciels assez pointus, à chaque fois qu'on constate des évolutions vraiment sensibles dans l'opinion et dans la teneur des conversations, cette équipe est chargée d'engager avec les gens et d'essayer de repérer, de comprendre le motif des critiques. Ça a été fait en l'espace finalement de 2 ans. C'est quand même un bel exemple d'apprentissage, parce qu'on peut dire que d'autres entreprises ne sont pas à ce stade d'évolution encore. Mais ils ont bien compris, en tout cas, l'enjeu de la réputation. La deuxième tendance, qui existe déjà, mais qui va aller s'accentuant, c'est plus rien n'est off. On n'est pas dans le règne de la transparence absolue, mais quasiment. Alors j'ai pris un exemple, mais je pourrais en prendre 10 000 autres. Mais j'ai pris celui-là parce que je l'ai trouvé assez symptomatique de l'ère du temps. C'est le grand déballage qui a eu lieu lors de l'élection particulièrement contestée de l'UMP, qui avait été faite, je dirais, à sa façon. Et pour qui voulait savoir ce qui se passait vraiment dans les coulisses, Twitter était un délice. On avait vraiment tout. On avait effectivement les infos factuelles diffusées par le canal officiel, mais on avait aussi les infos des militants, alors les pros et les contres pour chacun des 2 camps. Et on pouvait suivre ainsi en direct tout le déroulé, quasiment heure par heure, de ce psychodrame qui a après ensuite occupé beaucoup les médias. Mais tout ça pour vous dire que ce qui souvent était secret ou su ou pas trop dit, puisque le PS en son temps s'est aussi livré à ce même genre de manip du temps de Ségolène Royal et Martine Aubry, là pour le coup tout était déballé sur la place publique, et alors avec un effet bien sûr délétère, puisqu'on a vu assez vite plonger dans les sondages quelques semaines plus tard la cote de Jean-François Copé qui est tombée au plus bas, celle de François Fillon qui a été largement impactée, et l'image d'un parti aussi qui n'en est pas sorti vraiment grandi. Et si je prends l'exemple d'une entreprise, je parlais tout à l'heure des salariés qui s'exprimaient. Je prends l'exemple de l'équipier Quick. Alors l'équipier Quick, c'est un jeune homme qui travaillait dans un... Je dis travaillait parce qu'il est en procédure de licenciement maintenant, mais qui travaillait dans un restaurant Quick de la région d'Avignon, et qui a décidé au mois de novembre d'ouvrir un fil Twitter qui s'appelle Équipier Quick, tout simplement, où il racontait par le menu sa journée de travail. Alors, il y avait des choses plutôt sympas sur la promo du jour, le cheeseburger qui se créait, mais il y avait aussi des choses nettement moins sympas sur les cadences infernales, sur la pression des managers exercée à l'encontre des employés, et sur, peut-être chose encore moins ragoûtante, le non-respect de certaines conditions d'hygiène, du style on sort et on re-rentre des produits décongelés qu'on va revendre 24 heures plus tard. Ça a commencé à faire du buzz. Bien sûr, la communication de Quick s'est assez vite affolée et a fait fermer le fil courant décembre. Mais entre-temps, les choses sont parties dans la presse, notamment Slate qui a consacré plusieurs longs papiers sur le sujet. Et surtout aujourd'hui, on est face à une polémique alors qui a pas pris l'ampleur qu'elle aurait pu prendre parce que Quick a relativement bien déminé la chose malgré tout, puisque les grands médias ne se sont pas préoccupés de cette affaire, mais c'est toujours en tout cas latent, puisque maintenant la CGT est aux côtés de ce jeune ex-salarié, ainsi que d'autres associations de gauche radicale, et qui entendent bien faire poursuivre l'histoire pour dénoncer Quick.